con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour notre série d'émissions où on revient sur des films qui nous ont marqués. Aujourd'hui, je suis comme toujours avec Julien. Bonjour Julien. Salut Sébastien. Et hop, panier pour la France. Ça va très bien. Ça va très bien. Je vous mens pas qu'on regarde le basket en même temps, c'est très bien. On va se transformer en trash talk. Ouais, il y a des chances, il y a des chances. Il me semble que c'est toi qui as choisi le film d'aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, le film choisi, c'est La Chasse. Der er vist noget galt her. Hvad i maven? Lukas? Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Alors, La Chasse de Thomas Vinterberg, sorti en 2012, ça raconte l'histoire dans un petit village danois. On suit Lucas qui travaille dans un petit jardin d'école, dans ce petit village, qui va être victime, on va dire, d'une rumeur, d'une accusation d'un enfant, comme quoi il y aurait eu une agression sexuelle. Et on va suivre le parcours de Lucas face au regard de la ville envers lui et surtout sa culpabilité ou non. On sait déjà qu'il n'est pas coupable. Voilà. Alors ce film-là, c'est une pépite. Vraiment une pépite. C'est marrant parce que le deuxième film dont on va parler après, ça se ressemble beaucoup dans la mise en scène sur certains points. On est sur une histoire quand même qui est prenante dès le début parce qu'il y a une mise en ambiance incroyable. Donc on est vite plongé dans une vie normale de ce petit village danois. On n'a pas l'habitude de voir quand on consomme comme tout le monde pour la plupart des films américains. Donc là on est sur un paysage qui sort de l'ordinaire, des maisons en bois, la petite église avec le clocher en bois, le petit supermarché. Il est vraiment dans une bourgade, les mecs ils sont 500 quoi. Max du max. Et ils se connaissent tous. Et du coup Lucas va être... En plus, c'est pas n'importe quel enfant qui va porter une accusation, ça va être la fille de son meilleur ami. Donc, pour aller au plus fort de la contradiction envers ses meilleurs amis et tout, qui vont croire forcément la petite fille. Et en fait, la parole de la petite fille qu'elle va donner, un petit mensonge qui est énorme quand même quand elle le dit, mais ça va se propager comme un virus. Et c'est comme ça que Thomas Vinterberg voulait le traiter. C'était comment être victime vraiment d'une rumeur. Et face à cela, on a Lucas. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est le personnage de Lucas parce qu'il va être vraiment le personnage, le nordique par excellence. C'est le mec moral par excellence. Malgré tout les sauts de merde qui lui tombent sur la gueule à cause de cette accusation, il reste dans la morale, gentil, respectueux et toujours dans le cadre social, il respecte tout, quoi. Alors que on aimerait justement qu'il se rebelle et tout. Et d'ailleurs, c'est même... celui de sa famille qui est le parrain de son fils qui lui dit tu es trop gentil, tu te laisses trop faire. Et en fait, très intelligent de la part de Thomas Vinterberg de faire un personnage principal comme ça parce que ça le rend encore plus humain et on s'attache encore plus à lui petit à petit, parce qu'au début ça commence par la hiérarchie de l'école, puis après c'est son meilleur ami, puis après toute la ville, puis après les amis, puis après toute la ville en fait lui en veut, donc ça se répand comme une traînée de poudre. Et face à ce déferlement de haine qui est au final injuste, c'est ça qui rend ce film aussi viscéral, c'est que nous on assiste à l'injustice parce qu'on sait déjà que c'est faux. C'est pas un spoil, hein. C'est vraiment on sait dès le début, le parti pris du réalisateur, c'est qu'on sait que c'est faux, c'est un mensonge de la petite fille comme un enfant, c'est pas une parole toujours innocente entre guillemets, mais pour elle, elle fait pas de mal, mais elle sort un mensonge qui va lui détruire la vie. Et face à tout ce ressentiment de la ville, justement, ce qui se passe, c'est que Thomas Vinterberg fait du personnage de Lucas un mec ultra moral, dans le sens où il restera toujours droit dans ses bottes, toujours respectueux, classe, respectant la société, se faisant petit. Et c'est ce que je disais, c'est que tu as même le personnage qui joue le parrain de son fils qui lui dit « t'es beaucoup trop gentil ».
Et c'est vrai qu'en fait, au bout de 30 minutes de film, on se dit, mais moi, à sa place, je mets des droites à tout le monde, je me défends, je me laisse pas faire comme ça. Et c'est vrai que ce qui est intelligent dans ça, c'est que ça le rend encore plus humain et que du coup, nous, on est encore plus attachés à lui. Déjà qu'on sait qu'il est innocent, le fait qu'il se comporte comme un mec bien, tout simplement, un mec moral, c'est ça qui nous rend vraiment attachés à lui. Je suis pas vraiment d'accord quand tu dis qu'il est classé digne. Quand je vois le personnage de Matt Mikkelsen, il m'apparaît plutôt naïf et innocent, mais innocent dans sa façon d'être. Bien sûr, il s'avérera qu'il est aussi innocent dans le film. En réalité, le plus gros problème de Matt Mikkelsen, bien sûr, c'est la petite fille. Mais si elle était un peu plus vieille, on aurait pu déceler un semblant de mensonge, voire qu'elle ait plus d'expression, parce qu'en plus, elle est jeune et elle semble inexpressive. Et lorsqu'elle accuse Matt Mikkelsen, c'est plutôt la maîtresse qui l'encourage à dire ce qu'a fait Matt Mikkelsen. Tu vois, c'est pas la petite fille elle-même qui le dit. Oui, en vrai, alors, elle va sortir un mensonge parce qu'en gros, elle va faire un cadeau à Lucas, la petite fille. C'est un peu le cadeau des amoureux, leur Saint-Valentin à eux. Et du coup, Lucas, étant éducateur et l'adulte, il va lui dire, non, offre ça plutôt à un de tes copains, un gars de ton âge, tu vois, ou à ta maman, tu vois. Et du coup, le fait qu'il refuse son cadeau, elle va se recroqueviller sur un mensonge. Et d'ailleurs, la petite fille dans ce film joue hyper bien. Et elle va déjà se recroqueviller sur un premier mensonge en disant, non, c'est pas moi qui ai fait cette lettre. Et Lucas, il va lui dire, oui, mais il y a marqué Clara. Et du coup, il va insister un peu avec elle en lui disant, oui, il faut que tu donnes ça à quelqu'un. Et elle va se braquer, elle va commencer à chouiner et elle va se barrer. Et du coup, à la fin de cette journée-là, il y a la directrice du jardin d'enfants, effectivement, qui voit qu'elle n'est pas bien, elle lui pose des questions. Et en fait, elle va sortir un premier mensonge en disant qu'elle n'aime pas Lucas, mais juste pour se venger. Parce qu'elle est dans comment ça s'appelle ? Un peu dans l'esprit de vengeance d'une enfant, quoi. Il n'y a rien de méchant. C'est un peu, tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Donc, elle raconte un petit mensonge. À savoir, ce qui est important, c'est que ce qu'elle va dire découle aussi, je pense, c'est petite dénonciation aussi de la part du réalisateur. C'est qu'en gros, son frère, il avait un pote à la maison. Mais ça, c'est une séquence, 2-3 séquences avant. Son frère avait un pote à la maison et il regardait des films de cul. Et en fait, son pote, il montre à la petite Clara, donc celle qui va porter une accusation, l'image pornographique sur la tablette. Mais en rigolant, ça dure 2 secondes. Elle a à peine le temps de voir, c'est horrible. La séquence est horrible, mais elle a son importance parce que du coup, elle va dire j'aime pas Lucas, il a un zizi. Donc, elle va dire ça. Donc, au début, la directrice va dire ouais, tu sais, comme tous les garçons, comme ton papa, comme ton frère, ils ont des zizis, machin. Et après, elle va dire oui, mais son zizi, il est dur comme un bâton et tout. donc ça va mettre la puce à l'oreille à la directrice qui va refaire une confrontation avec un psychologue. Et c'est là où la petite va du coup même dire que non, c'est pas vrai, elle a menti. Et en fait, ils vont un peu la forcer pour lui dire non, mais n'aie pas honte de ce que t'as dit. En fait, toujours dans l'esprit. En fait, ce qu'il y a de bien dans ce film aussi, c'est ça qui est fou, c'est que c'est que de la bienveillance. Les gens agissent pas. Toute la haine qu'ils ont, c'est soit par peur, soit par peur, je sais pas comment dire, mais c'est pas une haine qui sort de nulle part. Si on se met à la place des... Ouais, elle paraît légitime. Pour eux, pour leur point de vue. Nous, on trouve qu'elle est illégitime parce qu'on sait la vérité. On sait que c'est un mensonge. Et pourquoi je dis pas que le personnage de Matt Mikkelsen est classe, ou loin de là. C'est juste qu'il incarne pour moi vraiment le personnage, c'est le Scandinave par excellence. Genre dans la moralité, le cadre, tu vois, il bouge pas. Il a même, justement, c'est excessif. Je trouve pas ça bien, du coup, parce que il est trop... Pour moi, c'est pas de la naïveté. Parce qu'il sait ce qui se passe, il en est conscient, mais c'est juste, voilà, moi je suis un gars moral, je suis droit dans mes bottes, et il veut pas bouger de ça, parce que pour lui, je pense, comme il est innocent, il a pas changé de pattern, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, il a pas changé d'état d'esprit. Oui, justement, quand je parle de naïveté, c'est son regard vis-à-vis des autres. Mais je trouve pas, parce qu'il en est assez conscient, mine de rien. La naïveté, ça veut dire qu'il en serait pas conscient, ou qu'il se dit, bon, ça va, ils vont changer d'avis. Mais il le sait. Le seul avec qui il peut avoir un peu de naïveté, c'est avec son pote Théo, qui est du coup le père de la petite Clara. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de film, parce qu'il te questionne sur des sujets de société et des affaires assez graves au final. Je dirais pas que c'est un film anti-woke, mais c'est vrai que ce film apporte une certaine nuance dans toutes ces affaires. Putain, c'est horrible ce que je suis en train de dire, j'ai l'impression de défendre des pédophiles. Mais c'est vrai que ça amène un autre regard sur ce genre d'affaires qui...
Je trouve que c'est un film qui apporte une certaine nuance. Voilà. C'est exactement là où c'est dangereux, parce que du coup, en revoyant le film, je me suis dit, putain, il va partir sur ça, Sébastien, et justement, et c'est là où il est problématique, ce film. Bien qu'il soit excellent, en vrai, il remet une réflexion de est-ce qu'on doit tout le temps douter de la parole, de est-ce qu'on voilà, on juge pas trop vite. Sauf que c'est pas vraiment le propos du film au final, mais c'est ce qu'il en ressort quand même un petit peu. Mais c'est pas du tout le propos du film. Le propos du film, en vrai, c'est comment une rumeur peut détruire un homme le plus moral qu'il soit. Tu vois, c'est un mec quand même qui n'a rien à se reprocher. Et c'est pour ça que tout est important dans le film. Et encore une fois, le son de mise en scène, le petit village, le cadre. Et moi, c'est l'ambiance. Et ça, on va en parler avec l'autre film plus tard. Et l'importance d'installer une ambiance. Et l'ambiance, comment elle est installée dès le début avec une première scène de chasse, la fraternité, le côté amical, le village, on le ressent dès le début. On sent qu'ils sont tous soudés, qu'ils se connaissent tous. Et voir comment, après, une petite rumeur, mais une petite phrase va se répandre comme un virus. Et c'est un peu, je lisais des interviews du réalisateur, c'est exactement comme ça qu'il voulait le faire décrire. C'est que c'est vraiment une rumeur qui se répand comme un virus, comme un mensonge peut détruire un homme. C'est pas juste une rumeur. On parle quand même d'une accusation très grave. Le problème, c'est que l'accusation, elle est faite à la base sur une rumeur, et celle qui fait l'accusation au final, parce que la petite Clara, elle peut pas porter plainte, c'est la directrice qui fait un signalement. Et la directrice, on a envie de la baffer, je vais pas vous mentir. Et pourtant, en vrai, si... Ouais, en mais fait, elle fait son travail. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en vrai, on a envie de la baffer. Et c'est là où je me suis dit, le film, il est dangereux un peu. Parce que même si je le trouve excellent, je me suis dit, il est dangereux. Parce qu'en vrai, la meuf, elle fait son taf. Genre, si tu te dis, je me mets à la place du personnage, elle a entendu ça, elle fait son taf. Oui, parce que pendant tout le film, on dit du point de vue de Mads Mikkelsen, mais si on était du point de vue du père de la gamine ou de la maîtresse, on serait de leur côté. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce film. Les Scandinaves sont très forts sur ce genre de film. Ils sont beaucoup sur le réel, sur le brut. Il n'y a jamais trop d'artifice dans leurs films. Caméra épaule, lumière naturelle, très très belle image. Elle a gagné quelques prix dans des festivals, la chef-op. Il n'y a pas d'artifice, mais tu as des scènes, je crois la première confrontation entre Lucas et Théo, du coup son meilleur ami, donc juste après l'accusation. Il n'y a pas encore toute la ville qui le sait, donc il va voir, il dit je crois qu'il faut qu'on parle et tout, ils vont parler. L'éclairage de cette scène, tu sens que tu es dans le nord de la planète, parce que tu es dans une sorte de coucher de soleil, tu as l'impression qu'ils ont fermé tous les rideaux, mais du coup en fait c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et tu as un ray de lumière qui éclaire la moitié du visage, et ça montre aussi le tiraillement du personnage de Théo, du coup le père de la gamine, parce que est-ce qu'il doit croire son meilleur ami avec qui il a grandi depuis qu'il est tout petit, enfin qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, ou est-ce qu'il doit croire sa fille? Bien évidemment il va croire sa fille d'abord, parce que c'est con, mais quand tu as un adulte, puis deux adultes, puis trois adultes qui te disent que c'est la vérité, ce que dit ta fille, même si c'est ton meilleur ami, c'est là où c'est grave. Enfin, c'est là où c'est intéressant, les liens qu'il a choisis, c'est que du coup, tu serais prêt à remettre en doute ton frère, pas pour une rumeur, entre guillemets, tu vois, alors que tu le connais. Et en fait, c'est là où c'est très intelligent. Le scénario est très fort aussi, je m'éparpille un peu, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les premières scènes, pareil, dans les scènes d'exposition où tu apprends à connaître les personnages, tu as un truc très délicat où il dit « me mens pas, je sais quand tu mens », parce qu'il parle de son ex-femme à Lucas, et Lucas lui répond « oh non, t'inquiète, tout va très bien ». Et Théo lui dit « non mais t'inquiète, je sais quand tu mens, tu clignes des yeux ». Et ça fera écho à une scène bien plus tard dans l'église où Mads Mikkelsen lui regarde droit dans les yeux sans cligner une seule fois. Et ça, cette scène incroyable. Et franchement, ce film n'est qu'une une gestion parfaite déjà du rythme, qui pourrait être... c'est un film qui fait 1h50, tu te dis, bon, c'est un peu long. Moi, en vrai, j'ai pas du mal à le revoir, ce film, c'est juste qu'il me met mal face à autant d'injustices en tant qu'être humain, tu vois, quand tu vois ce film-là. Et c'est vrai que la mise en scène est faite pour aussi. C'est, tu sais, ces petits zooms, ces petits recadrages pendant une scène. Alors, on est toujours dans l'intimité, donc il va toujours avoir des zooms pour être au plus proche d'eux, mais c'est le côté documentaire, en fait. Et c'est vrai que c'est un côté documentaire tout en ayant un esthétisme de cinéma, mais ça nous ancre dans la réalité. C'est ça qui parfois me dit « Ah, j'ai pas envie de me le refaire maintenant ». Et pourtant, c'est un excellent film. Et tout est bien maîtrisé. La direction d'acteur, Mads Mikkelsen, après, est-ce qu'il y a besoin de le diriger, je sais pas. Mais la scène dans le supermarché, c'est extraordinaire. Même les personnages secondaires sont incroyables. Oui, clairement, c'est un pur chef-d'œuvre ce film. On va pas tergiverser pendant 10 heures et tourner autour de peau. La performance de Mads Mikkelsen est absolument
impressionnante. Avec en point d'orgue la scène dans l'église où il y a la confrontation avec son ami qui est phénoménale. C'est l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Il n'y a pas de question à avoir en fait. Ouais, puis petit spoiler. Oui, tu peux spoiler aussi la fin, tu vois. Tu auras toujours ce ressenti de la rumeur, quoi qu'il arrive après, même s'il a été innocenté. Voilà, c'est que la rumeur a fait son travail et au final, bah, il y aura toujours une méfiance. Accident de chasse ou Ah non, mais pour moi vraiment, c'est clair. Pour moi c'est le frère qui lui tire dessus. D'ailleurs, il y a une scène qui le démontre dans le film. bah, en fait, le moment où justement il y a tout le monde, là, alors à la fin, c'est la boucle. Le film est une boucle, hein. Il démarre par le mois de novembre, on finit par le mois d'octobre de l'année d'après, où son fils, à Lucas, devient le petit devient homme et l'homme devient petit. Voilà. Je crois que c'est ça la phrase qu'il sort son parrain. Donc il a son permis de chasse, ça devient un homme. Et c'est vrai qu'il y a cette scène où ils sont tous, donc ils ont tous. T'as l'impression qu'il est réintégré dans la société. Donc au début, ils sont sur le parking, tout le monde fait Ah, Lucas, ça fait longtemps, des gros câlins et tout, alors que le mec il s'est fait fracasser dans le supermarché il y a à peine 3-4 séquences. Mais ils l'ont tous réintégré, mais tu sens que c'est avec sobriété. Le mec, il le prend dans ses bras, une sorte d'ami qu'on n'a même pas vu, que dit Ah, Lucas, ça fait longtemps, il fait un câlin. Au moment où il part, il le regarde même pas. Tu vois, c'est des petites attentions comme ça. Il faut vraiment. C'est là où je trouve que déjà sa mise en scène, elle est parfaite, et même dans la direction d'acteur. C'est que tu vas voir même pendant, du coup, dans la salle à manger, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des regards avec les invités. Mads Mikkelsen, il regarde un peu tout le monde, tu vois. Et du coup, tu vois qu'il le regarde et tu sais pas des fois si c'est de la bienveillance ou justement, c'est un peu mitigé. Et du coup, à la fin, tu as cette scène où ils se baladent dans la forêt parce qu'ils sont censés être à la chasse. Et lui, il est tout seul à un moment. Et en gros, ça va tirer juste à côté de lui une balle qui pète sur l'arbre à côté de lui. Et du coup, il se retourne. La personne est en contre-jour. Et en gros, c'est voilà, la rumeur a fait son travail. Et désolé, mon poteau, mais il y aura toujours un doute. Toujours. Ouais, bah sa vie est gâchée quoi. J'ai rarement vu un film qui implique autant le spectateur que celui-ci. Tout au long du film, tu te mets à la place des personnages et tu subis avec eux les événements. Non, c'est vrai, c'est vrai. Que ce soit la mère, que ce soit Théo, que ce soit le frère, que ce soit le fils de Lucas. Lucas, son fils, qui est justement l'opposé du père, dans le sens où lui, il va rentrer dedans. Il n'est pas du tout dans la moralité. Lui, il est frontal. Donc c'est un peu... le fils, c'est l'extension de l'agressivité qu'aurait Lucas, t'as l'impression, tu vois. Et bon, après, il y a cette scène où forcément, ça fait mouche. Lucas, il a un chien depuis, depuis le divorce, je crois, ou avant le divorce. Et en gros, ils vont tuer son chien. Et ça, c'est le summum. Ça, là, tu te dis, c'est la cartouche que tu joues quand tu veux mettre les spectateurs dans la poche du mec. Tu vois. Alors là, t'as envie qu'il se venge. Là. Et bon, il le fait jamais. La seule fois où il va être violent, c'est après s'être fait fracasser. Et en vrai, il fait rien de ouf. Il met un coup de tête. Hein. Mais c'est classe. Il le fait avec classe. C'est Mads Mikkelsen. Mais voilà, si vous avez jamais vu de film danois, bon, déjà, ce réalisateur, il en avait fait plusieurs. Là, il y a Drunk qui était sorti. Je ne sais pas s'il en a refait depuis. Mais c'est vraiment une sobriété. Mais tout est juste. Et c'est comme on qualifierait les Nordiques. Hein. Tu as l'impression que c'est un peu cliché, mais c'est sobre. Mais qu'est-ce que c'est beau et juste. Et par contre, au-delà du côté nordique, pour aller plus loin, c'est très humain, du coup. C'est très... Alors, on va pas dire chaleureux pour cette histoire, mais les sentiments humains sont très bien retranscrits, je trouve, dans ces films. Et là, l'humanité, elle transparaît du début à la fin, parce que l'humanité, elle va même dans ses défauts, bien entendu. C'est beau ce que tu dis. Et quel serait pour toi l'anti-la chasse ? Qu'est-ce qui serait... Ah oui, mais moi j'en ai un. Il arrive souvent dans mes anti quelque chose. Bah, c'est le cinéma français, parce que c'est tout à fait le genre d'histoire qu'on pourrait retrouver en France. Mais il n'y a aucun film qui arrive à la cheville de la chasse. Ah oui, le cinéma français, c'est totalement sa came en termes en termes de thème, en termes de scénario. C'est un scénario qu'on aurait pu écrire. Les dialogues auraient été totalement différents. La DA, elle aurait été totalement dans le néant, parce qu'on ne sait pas faire de DA. Mais je pense qu'on serait allé sur la caricature des paysans. Ouais, caricature des paysans, je pense. Et puis, tu sais, il y aurait eu ce côté téléfilm un peu... toujours avec un ton grave. Là, il n'y a pas de ton... Pas un ton très grave. C'est très humble, c'est silencieux. Parfois, ça, c'est sûr. Mais
tout silence a son importance, tout dialogue a son importance. Et nous, c'est vrai qu'on est très explicatif dans les discours. On aime bien aussi enculer des mouches, à faire croire qu'on est des poètes dans le discours. Et c'est ça. En fait, ça sort de la réalité. Là, ce qui est impressionnant, c'est que la mise en scène, du coup, il y a ce côté documentaire avec les recadrages, les petits zooms et tout, machin. Mais du coup, ça va aussi avec le propos qui veut être ultra réaliste. Et du coup, même les dialogues sont ultra réalistes. Il n'y a pas un seul dialogue. Et surtout, celle de la petite. Moi c'est ça. Hein. Alors, le film, je l'ai vu en VF. De toute façon, si je le voyais en VO, je ne comprendrais pas le danois. Donc je ne peux pas vous dire. Mais tu l'as vu en VF? Ouais. Ah ouais? Bah oui, là, je l'ai vu en VF. De toute façon, il était dispo qu'en VF. Il y a un problème avec le danois? Bah, disons, je comprends pas grand chose. Je pourrais pas juger le dialogue, mais là, en tout cas, les dialogues et la petite, ce qu'on fait, la grande erreur que fait le cinéma français ou même, la fiction française, ça va être quand c'est des enfants exploiter leur dialogue juste pour faire avancer l'intrigue. Et là, c'est pas le cas. Et c'est ça qui est intéressant. Tout est juste. Donc ouais, je suis d'accord. La chasse, ce serait vraiment le cinéma français. Déjà, on aurait eu du mal à trouver un acteur au niveau de Mads Mikkelsen en France. Si, ça on sait faire en vrai. Les castings sauvages, on sait faire. Parce que tu vois Romain Duris en Mads Mikkelsen là? Ouais, je vois bien. Et surtout le casting des enfants en France. Tu parlais du jeu de la jeune actrice danoise. Mais si tu compares avec ceux des enfants, c'est pas le même niveau. Après, est-ce qu'on n'est pas biaisé par le fait qu'on parle français, qu'on est plus méticuleux là-dessus? Il y a toujours ce truc-là, parce que c'est français et t'as l'impression que ça fait fake, bien entendu. J'ai toujours ce petit doute quand je regarde un film en version originale, par exemple en anglais. Je me dis toujours, est-ce que les Anglais pensent que cet acteur est bon? Oui, c'est possible, il y aura toujours ce facteur. De toute façon, on sera toujours biaisé, mais en même temps, je me dis, on sait bien faire la différence, c'est un peu notre métier. Et c'est vrai que quand tu vois le film, ne serait-ce que là en VF, parce que bon, en VO, ça ne te changerait pas grand-chose, à part dire « Waouh, il joue super bien, un cluc de pluc ». Mais quel racisme horrible, ce préjugé. Mais non, mais en vrai, tu vois bien que le scénario est bien écrit, tu vois. Les mecs, ils ont travaillé le truc. Donc, je sais pas. Je pourrais pas dire. Il y aura toujours ce truc-là. C'est vrai que moi, j'ai beau défendre le cinéma français autour de moi. Quand on me dit « Oui, mais l'image, c'est pas pareil ». En vrai, l'image, elle est pareille parfois. C'est juste la DA qui diffère, le choix des optiques ou l'ouverture tout simplement, tu vois, il y a des trucs tout bêtes où moi je pense que c'est une histoire de mise en scène où de toute façon quand tu regardes du cinéma français où les réalisateurs, les metteurs en scène sont des jusqu'au boutistes, il n'y a qu'à prendre Julia Ducournau là par exemple, bon, elle a fait des films de genre, je suis désolé, tu vois pas un film français quand tu vois ses films, ça a un esthétique de film, ça pourrait être américain, espagnol, tu vois. Quand je parle de réalisateurs qui seraient capables de faire des films comme ça, je pense à tous les drames sociaux qui sortent à longueur d'année en France. La chasse, c'est un drame social aussi. Et quand tu vois la différence avec ceux qui sortent en France, l'absence de charisme et de mise en scène dans les films français, ça fait peur à voir en réalité. Ouais, on a tendance trop à faire des films vraiment de dialogue et en gros, à être, je trouve, en France, monotone. Ce qui n'est pas le cas dans ce film. Dans ce film, tu as des moments de poussée de joie, parce qu'au début c'est de la joie, après on descend, accusation, machin, il se retrouve tout seul, il y a une petite surprise qui arrive, il y a son fils, c'est la joie, machin, nanana. Après lui il part un peu en prison, il va voir le fils, il va voir son parrain au début le ton il est très triste, machin, nanana. Il lui dit que demain il va paraître en une procédure préliminaire, voilà. Et en gros, là va se décider si soit il va être incarcéré, soit il le renvoie à la maison. Et du coup, c'est très bien amené, ça, mais c'est incroyable. Le ton grave du parrain, puis après, il explique, il fait, tu sais, ton père, là, il a plusieurs accusations. Apparemment, tous les enfants se sont plaints de ton père, ils ont tous dit la même chose, donc ils connaissent tout de chez vous, le papier peint, ils sont tous allés sur votre canapé, ils reconnaissent le sous-sol, voilà, donc ça, ils ont tous témoigné, entre guillemets. Et il lui dit, et tu sais, c'est quoi le plus grave dans tout ça? Il regarde son filleul. Il regarde son filleul et son filleul, il dit, on n'a pas de sous-sol.
Il dit exactement. Du coup, c'est bon, ton père, il a des chances d'être libre. Et tu vois, c'est des petites. C'est comment gérer la tension du film. Et c'est vrai que nous, prenons La Nuit du 12, par exemple. Tiens, j'ai fait peur à mon chien en faisant ça. On prend La Nuit du 12. Je trouve qu'il n'y a pas ce petit ascenseur émotionnel que tu es obligé de mettre dans un film pour pas perdre ton audience, entre guillemets. Quand tu es trop grave tout le temps, tu as envie de. Enfin, ça va pas. Ou alors, tu es dans un film de genre et c'est un film d'horreur où voilà, tu es dans une tension que tu dois mettre. Là, on est sur un drame social. Il faut avoir des petites respirations. Et il y a ces respirations. Et c'est dramatique, machin. Hein, et il perd pas non plus le fil de son histoire et ce qu'il veut raconter. Donc ça, c'est très important. Mais ouais, La Nuit du 12, à côté, c'est très monotone. Je trouve, il n'y a pas ces respirations ou trop peu. Ça va être le rappeur qui dit de la merde. Et encore, c'est traité de manière dramatique aussi parce que tout est dramatique dans ce film. Donc c'est vrai, je suis d'accord. Wow, je suis d'accord avec toi. Excuse-moi. Je regarde le match, c'est des ouf. Et ils font que des dunks, c'est quoi ce bordel? Bref, et du coup, oui, La Nuit du 12, tout est très dramatique. Le cinéma français, voilà, on appuie là où ça fait mal, mais c'est trop long et du coup, ça devient trop chiant parfois. Je comprends. Mais est-ce que la morale au final de ce film ne serait pas de vivre seul au milieu de nulle part et sans famille? Putain, on dirait mon frère qui parle. Non, non. La morale d'histoire, en vrai, c'est un peu une étude sociale qui fait. C'est montrer que, déjà, la parole d'un enfant, faut savoir qu'un enfant, ça a une mémoire défaillante et pas, du coup, totalement fiable. Mais ça, en France, on le connaît bien avec l'affaire Outreau. Non, mais c'est vrai, elle rigole pas, c'est vrai. Bon, moi, ce film, il me fait penser à l'affaire d'Outreau à chaque fois parce que c'est vrai que c'était pareil. Alors, il y en a qui étaient coupables et la plupart, c'est des témoignages d'enfants qui disaient de n'importe quoi. Oui, en fait, c'est du coup- surtout cette manipulation du juge à l'époque. Bref. Oui, voilà. Mais pour en revenir, pour moi, la morale du film, c'est plus comment la rumeur peut détruire une rumeur infondée peut détruire un homme. Voilà, il faut toujours rester le plus sincère possible avec les gens et aussi écouter, mais pas se fier totalement à une parole. Oui, c'est bateau. De toute façon, en vrai, la morale, tu l'as à la fin avec la dernière scène. Enfin, elle veut tout dire. En gros, pour lui, c'est juste, voilà, le tout, il est fait, c'est foutu. Fin de l'histoire. C'est juste un point de vue sur une histoire assez dramatique. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il te montre une autre version de ce que peut être le cinéma. Aujourd'hui, dans le cinéma moderne, on est beaucoup trop manichéen et lui arrive, et il te fait poser des questions de façon, si à la fin du visionnage, tu n'es pas perturbé, c'est qu'il a raté son coup. Non, regardez ce film. Si vous avez jamais vu de cinéma nordique, c'est l'occasion. Il est assez facile d'appréhension, assez facile à regarder en termes de rythme et de mise en scène. Ça va pas vous choquer. C'est pas comme les 7 samouraïs, par exemple. Tu vois, t'as moins un effort d'adaptation à faire entre guillemets. C'est une vraie claque. En vrai, ce film-là, je vous promets, il va vous mettre une claque, il va vous marquer et vous en reparlerez. Ça, c'est sûr et certain. Eh bien, merci Julien pour ton choix de film et merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao.